Bienvenue sur notre chaîne. Chers amis, nous sommes ravis de vous voir. Saviez-vous que 95% des gens nous regardent sans s'abonner? Notre objectif est de rassembler nos premiers 1000 abonnés et votre soutien est d'une grande importance. Aimez cette vidéo pour aider à la promouvoir auprès d'autres spectateurs. Vos actions les aideront à apprendre des erreurs des autres et à éviter de telles situations dans leur vie. S'il vous plaît, soutenez notre chaîne, car nous faisons des efforts pour vous. Bonne vision. Au cours de notre dernière année universitaire, alors que je traînais avec des amis, j'ai rencontré Sarah qui célébrait son 21e anniversaire dans un club local de Nashville. En entrant littéralement en collision avec sa table en passant, j'ai accidentellement renversé son verre sur ses genoux. Après quelques moments gênants, je me suis excusé, et alors que nous discutions en nettoyant, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au concept du coup de foudre. Néanmoins, je crois qu'une chimie unique nous a attirés comme un aimant. À partir de cette nuit-là, nous avons commencé à sortir ensemble et n'avons jamais passé de temps séparés. Un an plus tard, nous avons échangé nos vœux, marquant le début de notre vie commune. Je m'appelle Jonathan, mais mes amis m'appellent Johnny. Armé d'un diplôme en comptabilité, je suis devenu expert comptable agréé dans un cabinet prestigieux d'Atlanta, où Sarah et moi nous sommes installés près de notre famille. Après avoir acquis de l'expérience dans le monde de l'entreprise, je me suis lancé dans la création de mon propre cabinet. Sarah, titulaire d'un diplôme en administration des affaires, m'a soutenu pendant les 2 premières années jusqu'à la joyeuse nouvelle de l'arrivée imminente de notre fille, Angèle. Notre relation ressemblait à un conte de fées avec un amour durable qui a persisté alors que nous accueillions Angèle dans nos vies. Au cours de la décennie suivante, nous avons adopté la routine d'une vie familiale typique, je me concentrais sur la croissance de l'entreprise tandis que Sarah gérait les affaires domestiques et élevait notre fille. Notre vie intime était une source de satisfaction avec une fréquence d'au moins 3 fois par semaine. Décrivant notre connexion comme de l'amour pur, nos sentiments étaient profonds et sensuels. Évitant l'expérimentation ou les rencontres intenses par respect mutuel, nous trouvions de la joie dans nos expériences partagées. Sarah trouvait du plaisir dans la stimulation linguale, une préférence que je satisfaisais volontiers, bien qu'elle réserve le plaisir lingual pour des occasions spéciales, se produisant moins de 10 fois au cours de notre mariage. Content de notre vie, je m'abstenais de la presser, chérissant l'harmonie dans notre relation. L'attention constante de Sarah, évidente depuis le jour où nous avions échangé nos vœux, se manifestait par des baisers, des câlins et des moments partagés chaque fois que nous étions ensemble. L'incroyable proximité dans notre mariage remplissait chaque seconde d'amour. Malgré le scepticisme initial de nos amis, affirmant que notre affection ne durerait pas, ils ont fini par reconnaître le caractère unique de notre lien après une décennie. Lorsqu'Angèle a eu 10 ans, Sarah a exprimé son désir de retourner travailler. Avec la routine établie d'Angèle et son retour quotidien de l'école à 15h30, Sarah a exprimé sa réticence à rester à la maison tous les jours, exprimant un désir de rejoindre le monde du travail. Après de longues discussions, nous sommes parvenus à un accord et avons élaboré un plan pour nous assurer qu'Angèle reçoive l'attention dont une fille de 10 ans avait besoin. Sarah a obtenu un poste d'assistante personnelle auprès de William, un avocat de 10 ans son aîné. Les horaires favorables du travail permettaient à Sarah d'être à la maison tous les jours à 16h, maintenant sa présence pour Angèle. Notre famille s'est renforcée au fil du temps. Résidant dans un appartement confortable au sein d'un complexe haut de gamme avec adhésion à un country club, notre stabilité financière nous permettait d'épargner pour les études d'Angèle et notre retraite. Nous vivions une vie bénie, exempte de problèmes de santé, financiers et de bonheur. Comme prévu, notre vie intime a connu des changements après une décennie de mariage, ralentissant de 3 à 4 fois par semaine à seulement 2 fois, généralement les vendredis et samedis soirs. Bien que nous soyons devenus quelque peu prévisibles, notre amour perdurait et nous continuions à nous délecter de notre proximité. L'attention inébranlable de Sarah et ses manifestations d'amour persistaient au fil des années, rendant notre proximité partagée plus satisfaisante que nos expressions physiques d'amour. Recevoir des baisers et des câlins spontanés, ainsi que la reconnaissance de son amour, me submergeait. Cela constituait l'aspect le plus significatif de notre mariage. Je lui rendais son affection, mais Sarah s'assurait constamment que je comprenne la profondeur de son amour. Angèle a rejoint le club de mathématiques, restant après les heures de cours et rentrant à la maison vers 17h. Simultanément, Sarah a commencé à travailler tard 2 soirs par semaine, coïncidant avec l'emploi du temps d'Angèle. Nous évitions de la laisser seule à cet âge, nous assurant que nos horaires correspondaient. William, le patron de Sarah, a obtenu une promotion au poste d'associé senior dans le cabinet de son beau-père. Par conséquent,
Sarah travaillait quelques heures supplémentaires les mardis et jeudis soirs, rentrant à la maison vers 19 heures. Ces soirs-là, je m'assurais que le dîner était prêt pour elle après sa longue journée de travail. À part ces 2 soirs, tout dans notre mariage restait inchangé. Mon entreprise prospérait, générant un bon revenu alors que la société s'étendait à 45 employés. Nous sommes devenus un cabinet comptable reconnu et respecté, devenant une cible pour l'acquisition ou la fusion avec de plus grandes entreprises de la région. À 15 ans, Angèle a commencé à envisager l'université et son avenir. Sarah travaillait toujours pour William et restait aussi attirante que lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois. Les années ont bien traité Sarah, maintenant sa silhouette mince, complétée par de longues jambes attirantes et des fesses bien galbées. Malgré son attrait, elle maintenait une apparence professionnelle et conservatrice. Notre style de vie, considéré par certains comme ennuyeux, impliquait de passer la plupart de notre temps ensemble à la maison, assistant à des films ou à des événements familiaux avec notre fille. Nous étions toujours ensemble en famille, ne sortant jamais seul ou sans l'autre en tant que couple. J'ai reçu un appel de William, son patron, m'informant que Sarah serait honorée d'un prix lors d'un banquet le mois suivant, et Angèle et moi étions invités. J'ai fièrement accepté l'invitation, révélant à Angèle que sa mère recevrait un prix pour l'excellence professionnelle. Comme c'était une surprise, il voulait que nous soyons présents, et habituellement ces réunions étaient réservées au personnel. On nous a demandé de garder le secret jusqu'à la cérémonie de remise des prix. Au cours des 5 dernières années depuis que Sarah avait commencé à travailler pour William, elle avait constamment fourni un excellent travail, contribuant à son bonheur accru à la maison et à une meilleure estime de soi. Je savais qu'elle travaillait dur et était appréciée dans son entreprise, et maintenant, entendre parler de leur désir de montrer leur appréciation rendait Angèle et moi fiers. Sarah nous a informé d'une prochaine réunion d'affaires au Ritz-Carlton du centre-ville, où elle devait travailler tard et faire une présentation à toute l'entreprise. Elle l'attendait avec impatience, ayant passé de nombreuses heures à se préparer dans les semaines précédant l'événement. À ce moment-là, elle n'était pas au courant de notre invitation ou de son prix, et Angèle et moi gardions le secret. Nous pouvions à peine attendre l'événement et le prix de Sarah. J'ai emmené Angèle faire du shopping pour une nouvelle robe, et j'ai acheté un nouveau costume pour m'assurer qu'elle serait fière de sa famille lors de la cérémonie de remise des prix. Sarah portait une robe mi-longue avec un dos échancré, équilibrant professionnalisme et mise en valeur de ses belles courbes. À 37 ans, elle restait attirante et désirable. Avant que la limousine ne vienne la chercher pour prendre des dispositions pour la réunion, Angèle et moi l'avons étreinte, lui souhaitant bonne chance pour sa présentation du soir. Avec 2 heures pour nous préparer après son départ, nous nous sommes tous les deux habillés à temps et sommes partis pour être à l'événement. Environ 30 minutes avant la présentation de Sarah, l'un des hôtes nous a accueillis, nous installant à une table centrale avec une vue dégagée sur la scène. Angèle et moi avons reçu un traitement spécial, tout le monde exprimant leur amour pour Sarah et leur joie de nous rencontrer. Nous nous sentions si bienvenus et heureux d'être là pour notre femme et mère. Les lumières dans le public se sont tamisées alors que les introductions commençaient. Sur scène, les projecteurs ont scintillé lorsque le premier orateur a présenté le fondateur de l'entreprise, le PDG, puis William, l'associé senior. William a fourni un aperçu concis de l'année réussie de l'entreprise, puis a présenté Sarah, qui était chargée de partager certaines des réalisations de l'année passée. Sarah est montée sur scène, rayonnante de beauté comme toujours, et j'ai observé la fierté d'Angèle en voyant sa mère commencer la présentation avec une voix professionnelle et exercée. Sarah a plongé dans l'excellente année de l'entreprise, ses réalisations et ses projets futurs, parlant pendant environ 10 minutes avant de rendre la scène à William. Avant son départ, William l'a embrassée, adressant quelques mots au public. Il a souligné l'étroite collaboration avec Sarah au cours des 5 dernières années, soulignant son rôle intégral dans l'organisation. Il a exprimé sa conviction que certains des succès décrits n'auraient pas été possibles sans elle. William a ensuite honoré Sarah avec le prix du Club du Président, la plus haute distinction de l'entreprise, réservée aux employés allant au-delà de l'appel du devoir et reconnus pour leur engagement. Sarah a reçu une grande plaque et une enveloppe contenant une récompense de $10 000. Les larmes aux yeux, elle a accepté le chèque, a embrassé William, a exprimé sa gratitude au public et s'est tournée vers Angèle et moi. Nos yeux se sont remplis de larmes, alors que nous partagions la fierté des réalisations de sa mère, et ceux à notre table ont offert des câlins, créant l'une de nos soirées les plus joyeuses. Débordant de fierté et incapables de réprimer nos sourires, nous nous sommes dirigés vers un verre alors que les lumières s'allumaient. Prenant le verre de ma fille, je l'ai assuré que je reviendrais tout de suite. Au bar, au milieu de longues files d'attente,
j'ai repéré un bar vide près de la scène et j'ai décidé d'aller chercher un double jack et une boisson sans alcool pour Angèle. De bonne humeur, j'ai jeté 5 dollars dans le pot à pourboire, j'ai pris mes boissons et je me suis retourné pour retourner à ma table. C'est précisément à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Sur le chemin du retour, quelque chose a attiré mon attention, m'amenant à être témoin d'un couple derrière les rideaux, dans une étreinte amoureuse. Initialement jugeant cela déplacé pour un tel événement, j'ai reconnu la robe, la même que Sarah portait ce soir-là. Je me suis retourné une fois de plus, figé sur place, observant le couple partageant un baiser sincère. L'étreinte témoignait d'une familiarité au-delà du moment, suggérant que ce n'était pas leur première rencontre amoureuse. J'avais l'impression d'avoir une expérience hors du corps, debout immobile avec 2 verres à la main et la bouche béante. J'ai regardé jusqu'à ce que le couple se sépare, confirmant qu'il s'agissait bien de l'amour de ma vie, partageant un baiser romantique avec son patron, William. À ce moment-là, j'ai laissé tomber l'un des verres, attirant l'attention des amants. Sarah m'a vu et a semblé choquée. Alors que je reprenais mes esprits, je me suis retourné et suis retourné à la table avec le verre restant. Sarah m'a rattrapé, expliquant la situation, et dans un état de confusion, j'ai hoché la tête et me suis assis silencieusement avec une expression affligée. Pour le reste de la soirée, il était évident que j'étais bouleversé et que je n'étais plus capable de partager la joie autour de nous. J'avais été témoin de plus qu'un simple baiser amical, et en fait, Sarah et moi n'avions pas échangé de baisers aussi passionnés depuis des années, plus de 5 ans pour être précis. En réfléchissant à ces années et aux changements qui s'étaient produits, j'ai pressenti que des problèmes se profilaient à l'horizon, bien que je ne fusse pas certain de leur nature à ce moment-là. En rentrant en voiture, Angèle et Sarah discutaient de la soirée, Angèle exprimant sa fierté envers sa mère. Encore sous le choc de ce que j'avais vu, je suis resté silencieux, perdu dans mes propres pensées. Les 2 filles ont remarqué ma réticence, essayant de m'inciter à la conversation, mais j'ai maintenu un silence persistant. Sarah, sentant le malaise, a essayé de faire amende honorable avec de la douceur et une affection supplémentaire, mais je n'étais pas réceptif. Cette nuit-là, j'ai fait un effort pour cacher mes émotions à Angèle. Cependant, étant perspicace, elle a senti ma détresse et m'a sagement laissé avec mes pensées. Avant d'aller au lit, elle a exprimé son soutien, mentionnant qu'elle était disponible pour une conversation. Après un câlin et un baiser, elle est allée se coucher. Je me suis retiré silencieusement, et peu après, Sarah m'a rejoint dans la chambre. Elle s'est enquise de mon bien-être, exprimant son inquiétude. Malgré sa tentative de me réconforter après une minute de silence, j'ai choisi de me détourner. S'excusant pour la situation, elle a plaidé pour une communication, mais je suis resté silencieux, la colère remplaçant mon choc initial. Je me suis abstenu de parler, réalisant que toute parole serait blessante et improductive. Cette nuit-là, ces tentatives d'affection sont restées sans réponse, et j'ai enduré la pire nuit de sommeil. Le lendemain matin, un samedi, j'ai ouvert les yeux à la lumière du soleil, anticipant une journée difficile. Me rappelant la scène angoissante, j'ai essayé de donner un sens à la situation. Je suis sorti du lit, je suis allé à la salle de bain, me suis lavé et me suis brossé les dents. De retour dans la chambre, Sarah était assise dans le lit, me regardant et essayant d'agir normalement. « Bonjour, chérie. As-tu bien dormi ?» a-t-elle demandé comme si rien ne s'était passé. J'ai ignoré sa question, j'ai enfilé un jean et un t-shirt, et avant de quitter la chambre, je l'ai regardé, lui parlant pour la première fois depuis le baiser. Me tournant vers elle avec un regard haineux, j'ai prononcé « Depuis combien de temps ?» ce à quoi elle n'a pas répondu, regardant simplement ses mains. Je l'ai laissé, partant prendre le petit déjeuner et prendre le temps de réfléchir, mettant fin à la conversation en me sentant un peu bouleversé. J'anticipais des changements et redoutais d'entendre ce qu'elle allait me dire à propos de sa liaison. Elle sait qu'elle doit me dire la vérité, car elle sait que si elle ment, je le saurai. Sarah et moi avons été très proches, et elle ne m'a jamais donné aucune raison de croire qu'elle voulait un autre homme. Je n'ai remarqué aucun changement dans sa proximité, et elle continue de me faire des câlins et de m'embrasser tout le temps. Comment peut-elle agir ainsi alors qu'elle a une liaison ? Je veux dire, si elle est avec lui, comment peut-elle me montrer tout cet amour ? La femme que j'aime peut-elle vraiment avoir une liaison avec William ? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, conscient qu'Angèle était censée être à l'école pour le club de mathématiques à 13h, réalisant qu'il était temps d'y faire face. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Sarah sur la terrasse avec une tasse de café, regardant le lac. Sans dire un mot, je me suis versé une tasse, me suis assis à côté d'elle et lui ai posé ces 2 mots à nouveau, « Depuis combien de temps ?»
Après quelques minutes de silence, j'ai remarqué des larmes couler sur le visage de Sarah. La révélation qui a suivi m'a fait frissonner et m'a donné un mal de ventre si intense que j'ai presque eu la nausée. D'une voix douce et larmoyante, elle a mentionné une période de 3 ans. J'ai demandé, cherchant confirmation, et elle a affirmé, mentionnant les nuits où je travaillais tard. Oui, a-t-elle chuchoté. Je suis resté assis en silence pendant quelques minutes avant de finalement le rompre. Ma tentative de compréhension m'a amené à la conclusion que les 2 soirs où elle travaillait tard chaque semaine depuis 3 ans étaient les seuls moments où elle avait été intime avec William. Cherchant des éclaircissements, j'ai demandé si ma compréhension était correcte. Elle a affirmé, déclarant qu'il ne s'était jamais livré à de telles activités ailleurs et exprimant le désir d'expliquer davantage quand on lui en donnerait l'occasion. J'ai exprimé ma réponse, l'exhortant à s'abstenir de toute explication. Elle venait de révéler son implication avec son patron 2 soirs par semaine au cours des 3 dernières années. L'arithmétique était simple, plus de 300 instances, en supposant un minimum de 2 fois par nuit. J'ai confronté Sarah, soulignant la gravité de ses actions, plus de 500 fois de trahison dans mon dos. J'ai remis en question la possibilité pour un homme d'endurer une telle connaissance. Des larmes coulaient sur son visage jusque sur ses genoux tandis que je continuais. La profondeur de ma douleur se dévoilait, alors que je réfléchissais à la moquerie potentielle qu'il partageait, les imaginant rire de mon ignorance. Exprimant ma gratitude avec un sarcasme amer, j'ai reconnu l'humiliation profonde et la douleur intentionnelle qu'elle m'avait infligée. La personne que je croyais m'aimer avait trahi notre mariage et brisé mon cœur, une révélation inattendue et dévastatrice qui m'a profondément blessé. Elle a insisté, disant que ce n'était pas comme ça semblait l'être. Je n'y ai pas cru. Interrompant sa tentative d'explication, je lui ai ordonné de se taire. Ignorant ses supplications, je me suis levé et j'ai quitté la véranda. Alors qu'elle restait assise, pleurant et me suppliant de rester, j'ai maintenu une apparence composée. Cependant, intérieurement, je ressentais une explosion d'émotions. Pour reprendre le contrôle de mes sentiments tumultueux, je suis parti faire un tour. Le sentiment de trahison était inconnu et écrasant, et j'avais besoin de temps pour traiter ces paroles et décider de ma ligne de conduite. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et la seule famille qu'il me restait était mon frère Tony. Nous étions très proches en grandissant, mais nous avons pris des chemins différents dans la vie. Tony a passé 5 ans dans une prison fédérale pour trafic de médicaments et évolué dans des cercles dangereux. En comparaison, j'étais un pratiquant religieux, un comptable qui payait trop d'impôts et n'avait même pas une contravention de stationnement. Tony et moi ne parlions pas très souvent, mais en grandissant, Tony se tournait toujours vers moi pour obtenir du soutien. J'étais là pour lui pendant son procès, et grâce à mes contacts politiques, j'ai pu faire réduire sa peine de 20 ans obligatoire à 5 ans. Ce matin-là, je l'ai appelé. Je me suis enquis du bien-être de Tony et j'ai pris de ses nouvelles. Par la suite, j'ai révélé la situation difficile à laquelle j'étais confronté. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'ai exprimé la difficulté de la situation, révélant que Sarah m'avait trompé et que je venais de le découvrir. Ressentant de la douleur et de la peine, j'ai détaillé comment je conduisais sans lui et j'ai souligné la nécessité de parler à quelqu'un. Je me suis excusé de le charger de mes problèmes. Oh mec, j'aime Sarah et je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Tu sais qui c'était et exactement ce qui s'est passé. Reconnaissant son incrédulité et son amour pour Sarah, j'ai admis que je savais qui était impliqué mais que je manquais de tous les détails. J'ai révélé que ce n'était pas un incident isolé et j'ai exprimé un fort désir de vengeance contre la personne responsable. La colère intense que je ressentais m'a même fait envisager de blesser ma femme. Tony a offert ses conseils, s'appuyant sur les expériences de nombreux amis qui avaient traversé des situations similaires. Il m'a exhorté à libérer ma colère en m'engageant dans des activités physiques comme aller à la salle de sport ou faire du jogging. Il a souligné l'importance de me calmer et de lui permettre de m'aider à naviguer à travers les défis. Tony m'a encouragé à affronter la situation en rassemblant toutes les informations disponibles et en décidant d'une ligne de conduite. Il m'a assuré de son soutien dans l'exécution de tous les plans que je formulerais. Me conseillant de garder mes paroles au minimum et d'agir aussi normalement que possible, il a reconnu la difficulté de la tâche. Enfin, il m'a demandé de l'appeler le lendemain avec des mises à jour, m'assurant de son aide continue. Exprimant ma gratitude, j'ai remercié Tony pour son aide et lui ai fait part de mon intention de l'appeler le lendemain, mettant fin à notre conversation. Pendant le trajet, je suis passé devant un magasin de matelas et j'ai eu ma première idée. Je me suis garé sur le parking et j'ai fait le premier pas. Je n'avais pas l'intention de quitter le mariage jusqu'à ce qu'Angèle soit à l'université,
ce qui signifiait que je serais marié pendant les 2 prochaines années. Il n'y avait aucun moyen que je dorme à nouveau avec Sarah, et je refusais de quitter ma chambre. J'avais donc mon premier plan d'action, ce qui m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup plus à faire. Après avoir rencontré le vendeur, je lui ai dit que je paierais le prix plein s'il pouvait livrer les 2 lits simples que je venais de choisir, ainsi que tous les meubles, y compris la tête de lit et tout le matériel et l'assemblage. J'ai payé $100 supplémentaires pour faire démonter le lit king size actuel. J'ai payé et nous avons prévu la livraison pour 16 heures. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un message à Angèle pour lui dire que je viendrais la chercher, j'ai conduit jusqu'à son école et j'ai attendu sur le parking. Nous sommes allés déjeuner, et je lui ai doucement expliqué qu'il y aurait quelques changements dans la maison dans un proche avenir. Au cours de notre conversation, Angèle s'est renseignée sur les événements du dîner de la veille, exprimant sa conscience que quelque chose s'était produit. Elle a demandé à ne pas être laissée dans l'ignorance, soulignant l'importance de maintenir l'honnêteté que nous avions toujours partagée. En réponse, j'ai reconnu le bien fondé de sa demande, reconnaissant la difficulté de la situation et son droit de savoir. J'ai révélé que j'avais observé sa mère et son patron s'embrasser en coulisses, offrant la perspective que cela aurait pu être un geste de félicitation. J'ai minimisé l'importance du baiser, suggérant que cela ne devrait pas être une cause de colère intense. Suite à ma confrontation avec sa mère, elle a avoué avoir une liaison avec lui depuis 3 ans, une révélation que j'ai trouvée difficile à comprendre. J'ai transmis que cette révélation avait changé notre relation pour toujours. Angèle a alors demandé si j'avais l'intention de divorcer de sa mère. J'ai expliqué à Angèle que je n'avais pas encore décidé du divorce et que je travaillais encore sur la situation. Je l'ai rassurée en lui disant que nous resterions mariés, mais que les choses seraient différentes. J'ai souligné l'importance pour elle d'être forte et de ne pas prendre parti, lui rappelant que sa mère l'aimait. J'ai reconnu les erreurs que sa mère et moi avions commises, mais j'ai exprimé le désir que la vie d'Angèle ne soit pas affectée négativement par celle-ci. Je lui ai demandé de ne pas nous juger et de comprendre que nous l'aimions plus que tout. Tout au long de cette conversation, elle était en larmes. Elle était consciente que la révélation de la vérité m'avait causé de la douleur, et bien que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable, elle a insisté sur le fait qu'il était nécessaire qu'Angèle comprenne pourquoi nos vies changeaient. Lorsque nous sommes rentrés ensemble à la maison, Sarah a été surprise. À en juger par l'expression d'Angèle, il était clair que j'avais partagé l'information. Angèle, en réponse, a lancé un regard dédaigneux à sa mère et s'est retirée dans sa chambre sans prononcer un mot. J'ai expliqué à Sarah qu'Angèle avait le droit de savoir, et qu'il était crucial qu'elle comprenne les raisons des changements imminents dans notre foyer. J'ai suggéré que Sarah explique les choses à Angèle une fois qu'elle aurait surmonté le choc initial. Préoccupée par l'avenir, Sarah m'a demandé si j'avais l'intention de divorcer. Je l'ai assuré que ce n'était pas une considération immédiate car je voulais observer comment les choses évolueraient, surtout en tenant compte du bien-être d'Angèle. Cependant, j'ai affirmé que des changements importants étaient inévitables. À partir de ce jour-là, Sarah m'a supplié de lui permettre d'expliquer et m'a imploré de comprendre, soulignant qu'elle m'aimait et que nous étions mari et femme. J'ai confronté Sarah, soulignant qu'elle s'était volontairement engagée dans une liaison avec William plus de 500 fois à mon insu. J'ai exprimé mon incrédulité qu'elle croyait qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait dire pour gagner l'acceptation d'un homme qui se respecte. J'ai remis en question sa perception de ma force et suggéré qu'elle n'avait pas bien réfléchi aux conséquences de ses actes. J'ai révélé que ce qui me faisait vraiment mal était la perte de la proximité que j'avais autrefois chérie et attendue avec impatience. J'ai déclaré que je ne pouvais plus partager cette proximité avec elle, et j'ai exprimé l'impact que cela aurait sur moi émotionnellement. J'ai affirmé que je n'irais plus au lit avec elle ni ne ferais l'amour, et j'ai exprimé la tristesse que je ressentais à perdre les petits gestes d'affection comme les baisers et les câlins. Reconnaissant l'inévitabilité des changements dans notre relation due à sa violation des vœux de mariage, j'ai déclaré que, comme elle, je ne serais plus fidèle et que je chercherais d'autres amantes. C'était un changement par rapport à ma position précédente, car je n'avais jamais envisagé de telles actions auparavant. J'ai conclu en affirmant qu'elle pouvait continuer à voir son amant car elle ne recevrait plus rien de moi. C'était comme si elle avait reçu un coup sur la tête et s'était physiquement retirée de mes remarques. Elle a perdu l'équilibre et est tombée sur le canapé. Surprise, Sarah n'avait apparemment pas réalisé les conséquences de son infidélité. J'ai communiqué à Sarah que je ne pouvais pas accepter de rester fidèle après sa trahison, compte tenu de l'ampleur de ses actions. J'ai exprimé mon intention de chercher d'autres relations, une décision influencée par la douleur causée par sa tromperie, ses mensonges et son infidélité. Alors que la conversation se déroulait, la sonnette a retenti, offrant une interruption opportune.
J'ai accueilli les installateurs qui étaient arrivés pour enlever notre lit commun. J'ai expliqué à Sarah qu'en raison de notre relation tendue, j'avais acheté 2 nouveaux lits pour remplacer l'ancien. Le processus d'installation était déjà en cours. Sarah a questionné la présence des installateurs et la raison de ces changements. J'ai clarifié que puisque j'avais décidé de ne plus jamais partager un lit avec elle, il ne serait pas juste pour l'un de nous de déménager dans la chambre d'amis. Par conséquent, j'avais acheté 2 lits séparés. Notre lit actuel était en train d'être enlevé et de nouveau était mis en place. Je l'ai informée de l'option d'échanger son matelas dans les 90 jours si elle n'aimait pas celui que j'avais choisi. En réponse à ces révélations, Sarah a demandé avec surprise, « Nous allons dormir dans des lits séparés ?» J'ai expliqué à Sarah qu'il ne serait pas juste pour l'un de nous d'abandonner notre chambre commune, surtout puisque notre proximité avait pris fin. J'ai exprimé mon incrédulité face à la situation et la nécessité des changements qui se produisaient. En réponse, j'ai rappelé à Sarah sa liaison avec son patron, soulignant que cela s'était produit plus de 500 fois dans mon dos. J'ai regardé les hommes enlever le lit que nous avions partagé pendant des années, ressentant un mélange de douleur et de regret. Le regret provenait d'être marié à quelqu'un qui m'avait trahi si profondément. Le lendemain, j'ai appelé mon frère Tony, révélant la vérité choquante sur la liaison de Sarah avec son patron. J'ai exprimé mon étonnement face à la révélation qu'elle avait été impliquée avec lui 2 fois par semaine au cours des 3 dernières années, totalisant plus de 500 occurrences. J'ai admis me sentir pris au dépourvu et humilié, incertain de la façon de procéder. J'ai cherché des informations sur l'identité de l'homme impliqué dans la liaison. J'ai divulgué à mon frère Tony l'identité du patron de Sarah, William Astin, et exprimé mon profond mécontentement face à la situation. Tony a sympathisé, reconnaissant les circonstances malheureuses. J'ai ensuite partagé mon désir que William souffre considérablement pour son rôle dans la liaison. Tony a demandé mes projets concernant Sarah et j'ai exprimé mon intention de divorcer d'elle une fois que notre fille Angèle serait à l'université. J'ai révélé mon plan de lui rendre la vie difficile jusque-là, la rejetant et assurant une existence solitaire. J'ai souligné ma détermination à exposer ses actions et à ruiner sa carrière si elle tentait d'initier un divorce avant qu'Angèle ne commence l'université. Préoccupé par mon bien-être, Tony a proposé de s'occuper de William Astin pendant que je gérais les affaires à la maison. Je l'ai mis en garde contre toute activité pouvant entraîner des problèmes juridiques et j'ai insisté pour gérer ma situation de manière responsable. Tony m'a assuré qu'il comprenait et a promis de ne pas prendre d'actions qui pourraient compromettre sa propre sécurité. Nous avons conclu la conversation avec la compréhension que nous parlerions à nouveau bientôt. Les semaines suivantes ont été stressantes. À la maison, Sarah essayait d'engager la conversation avec moi, mais je refusais de répondre plus qu'un mot ou deux, je pouvais le dire. Elle était frustrée et essayait de m'aider à lui pardonner, mais j'étais encore blessé, en colère et inflexible. Je me suis plongé dans le travail, je rentrais tard tous les soirs et je n'étais pas à la maison les week-ends. Les tensions étaient élevées et tout le monde marchait sur des œufs en attendant que j'explose. Quand je suis rentré un soir après une longue journée de travail, j'ai trouvé Sarah dans son lit qui m'attendait pour parler. Après toutes ces années à dormir avec la seule femme que j'aimais, je dormais maintenant dans un lit à quelques mètres de celui de Sarah. C'était triste, et je n'étais pas sûr de comment j'allais faire ça pendant les 2 prochaines années, jusqu'à ce qu'Angèle parte à l'université. Après ma douche et alors que je m'allongeais dans mon lit, Sarah a entamé une conversation, me demandant comment s'était passée ma journée. J'ai répondu brièvement par un simple « bien ». Elle a exprimé son désir de discuter de certaines choses et a reconnu qu'elle savait que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Malgré cela, elle m'a fait part de son amour pour moi et a exprimé sa volonté d'apporter de petites améliorations à notre relation. Elle a proposé l'idée de quitter son travail, suggérant que nous n'avions pas besoin de l'argent supplémentaire et qu'elle pourrait être plus présente pour moi. Elle m'a demandé ce que j'en pensais. Malgré mes efforts pour contrôler ma colère, sa tentative d'utiliser des termes de proximité a déclenché une rage en moi. Je me suis assis et j'ai parlé durement, exprimant mon indifférence à ses décisions et l'exhortant à faire ce qu'elle voulait de sa vie. J'ai clairement indiqué que je ne voulais plus aucune implication romantique avec elle. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je lui faisais part de l'impact émotionnel de ses actions. Alors que je me retournais et posais ma tête sur l'oreiller, j'ai entendu Sarah sangloter, réalisant la profondeur de la douleur que je ressentais. Elle a plaidé pour une opportunité de parler, reconnaissant la tristesse et le regret qu'elle ressentait pour ses actions. Elle a exprimé son amour continu pour moi, l'angoisse causée par notre manque de connexion physique, et le chagrin provenant de la froideur perçue entre nous. Elle a avoué son incertitude quant à la façon de réparer la situation mais a souligné son désir de sauver la relation.
Sarah a également mentionné les tensions toxiques dans la maison et a exprimé son inquiétude pour notre fille, Angèle, qui semblait affectée par l'atmosphère tendue. Elle a suggéré l'idée d'une thérapie pour trouver un moyen de coexister sans haine, m'exhortant à l'envisager pour le bien d'Angèle, car son départ de la maison était imminent. J'ai soupiré, reconnaissant le bien fondé de l'inquiétude de Sarah pour Angèle, réalisant que notre fille traversait une période difficile. Après une brève pause, surprenant Sarah, j'ai accepté d'assister à la thérapie, soulignant que ma motivation était uniquement pour le bénéfice d'Angèle, pas celui de Sarah. Sarah, visiblement émue, a interprété cela comme un progrès, et ses larmes sont passées de la tristesse au bonheur. Le soir suivant, Sarah m'a informé qu'elle avait trouvé un thérapeute et prévoyait de le rencontrer individuellement. Le lendemain, elle a mentionné avoir organisé une réunion de couple pour vendredi à 15 h, reconnaissant la nécessité de trouver un moyen de coexister sans un processus de divorce prolongé. J'ai approuvé la décision de Sarah et reconnu que vivre en paix était essentiel. Angèle a exprimé son enthousiasme en apprenant les sessions de conseil, espérant qu'elle pourrait ramener sa famille ensemble. Son sourire, absent depuis des semaines, est réapparu. Sarah m'a partagé la nouvelle, déclarant qu'Angèle était heureuse de mon accord pour assister à la thérapie de couple. Chaque soir après le travail, je dînais seul, évitant intentionnellement de passer du temps avec Sarah. Cependant, l'absence de ma fille, mon Angèle, pendant ces moments laissait un vide. Je languissais de la chaleur de son sourire, du réconfort de ses câlins, et de la façon attendrissante dont elle m'appelait « papa ». Malgré mon désir de prendre mes distances avec Sarah, le désir d'une connexion avec ma fille tiraillait mon cœur. Sarah est allée à sa session de conseil en solo et était épuisée ce soir-là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé qu'elle avait pleuré et j'ai réalisé qu'il était probablement difficile de dire à quelqu'un qu'elle avait trompé notre famille pendant des années. D'une certaine manière, je n'avais ni sympathie ni compassion pour la femme qui avait brisé mon cœur. Mon frère Tony m'a appelé plus tard cette semaine pour me dire ce qui se passait. Il a expliqué qu'on lui devait encore des faveurs de ses anciennes connaissances et que la dette qu'il lui devait n'était pas en argent, mais en faveur pour ce qu'il avait fait pour eux. Il m'a dit de ne pas m'en faire, que tout était sous contrôle. Après avoir contacté l'un de ses associés, Tony a expliqué la situation. Ils ont compris et lui ont dit qu'il s'en occuperait et le lui ferait savoir une fois que ce serait fait. Tony a expliqué qu'il ne voulait pas le blesser et qu'il voulait le laisser de sorte qu'il s'en souvienne pour le reste de sa vie. Il a laissé cela entre leurs mains et il savait que ce ne serait pas joli. Tony leur a donné le nom de l'homme, l'endroit où il travaillait et son numéro de téléphone. C'est tout ce dont ils avaient besoin, je suppose. Quand Sarah a dit à William que j'avais découvert leur liaison, il a eu le cœur brisé. Il aimait Sarah et la façon dont elle le faisait se sentir. Apparemment, ils se considéraient comme un couple quand ils étaient ensemble et partageaient leur amour pendant ce bref moment seul. Après que leur liaison soit devenue une habitude, aucun d'eux ne croyait que leurs quelques heures par semaine pouvaient blesser qui que ce soit. Ils étaient simplement deux amis passant du temps ensemble. Tous deux croyaient que leur conjoint ne renonçait à rien ni ne manquait leur amour et leur temps. Ce n'était que quelques heures par semaine, et aucun conjoint ne manquait leur court moment ensemble. C'était la relation parfaite qui leur donnait l'excitation et l'amour supplémentaire qui avait été émoussé par de nombreuses années de mariage. Après la rencontre initiale avec Dr. Winters, la conseillère, notre séance a commencé. Comme prévu, la conseillère a pris l'initiative d'entamer la conversation. Elle s'est adressée à moi, exprimant sa gratitude pour ma présence et a reconnu que Sarah avait déjà partagé sa perspective lors de leur rencontre plus tôt dans la semaine. Dr. Winters a souligné l'importance de l'honnêteté dans mes réponses et m'a assuré que tout ce qui serait discuté pendant les séances resterait confidentiel. Elle a encouragé l'ouverture, me rassurant que rien de ce que je dirais ne la choquerait. J'ai acquiescé, curieux de voir comment la séance allait se dérouler. La conseillère, Dr. Winters, a demandé à Sarah de partager ses intentions pour les séances de thérapie. Sarah, mon épouse infidèle, s'est tournée vers moi, les yeux remplis de larmes, et a exprimé ses désirs. Elle a manifesté un fort désir de communiquer avec moi, de reconstruire notre famille et de restaurer la connexion physique et émotionnelle que nous avions autrefois. Ses émotions étaient palpables, et j'ai senti la sincérité dans ses paroles. Bien qu'il fût difficile d'être témoin de sa douleur face à la perte de mon amour, j'ai maintenu mon sang-froid, assis silencieusement tandis qu'elle essuyait ses yeux avec un mouchoir. Lorsque la docteure m'a demandé quels étaient mes objectifs pour les séances, j'ai exprimé le désir d'éliminer la signification obsédante du nombre 500 de mes pensées. J'ai remarqué la réaction de Sarah, un tressaillement et un regard détourné lorsque j'ai mentionné ce nombre.
En réponse à la confusion du docteur Pointers concernant la signification de ce nombre, j'ai adopté un ton sarcastique, faisant référence à la séance précédente de Sarah avec la conseillère. J'ai demandé à Sarah si elle avait omis ce détail, incitant la conseillère à demander une explication plus cohérente. J'ai clarifié qu'en tant que comptable, les chiffres avaient une importance particulière pour moi. J'ai révélé qu'au cours des 3 dernières années, Sarah s'était livrée à des activités intimes avec William plus de 500 fois à mon insu. Cette révélation avait laissé une marque indélébile dans ma conscience, devenant la première chose qui me venait à l'esprit chaque fois que le nombre 500 apparaissait. Après chaque éclat, une période de silence s'ensuivait tandis que les émotions se calmaient. La conseillère, s'adressant à moi en tant que Monsieur Park, a exprimé sa compréhension de ma douleur mais m'a mis en garde contre l'utilisation d'un langage blessant. J'ai présenté mes excuses, reconnaissant la nécessité d'exprimer ma douleur et ma perspective. Sarah, en larmes, a répété ses excuses, et ma colère s'est apaisée alors que je me détendais enfin. En réponse à la question de la conseillère, j'ai exprimé le désir de trouver un chemin vers le pardon pour Sarah. Mon objectif ultime était de créer un foyer dépourvu de haine et de colère, surtout pour le bien de notre fille. J'ai souligné la nécessité de vivre ensemble en paix, reconnaissant l'impact sur notre famille. J'ai remercié la conseillère pour l'opportunité de partager mes sentiments. Au cours des semaines suivantes, j'ai réussi à parler sur un ton amical, sans venin. Les choses à la maison étaient bien meilleures, pas bonnes, mais meilleures. Angèle était plus souvent à la maison. Nous sortions manger, allions au cinéma, sortions avec des amis, et essayions d'être un couple normal. Le seul problème était que tout le monde remarquait qu'il n'y avait absolument aucune proximité entre nous. Je ne lui tenais jamais la main, nous ne nous embrassions jamais, et je ne la laissais jamais me faire de câlins ou me toucher. Plusieurs amis ont demandé à Sarah ce qui n'allait pas car notre affection était exactement l'opposé de ce que tout le monde avait vu au cours des 15 dernières années. Il était évident que nous traversions une période difficile, mais nous continuions. 2 semaines après notre première séance de couple, il y a eu une intrusion au domicile de William. Des hommes non identifiés sont entrés, lui ont rapidement administré une raclée sans révéler leur motif, et sont promptement partis. William a ensuite été emmené à l'hôpital. En apprenant l'incident de William, Sarah a été stupéfaite, consciente que je désirais me venger et que j'étais d'une certaine manière impliqué. Cette nuit-là, racontant comment quelqu'un s'était introduit chez son patron et l'avait attaqué, Sarah a guetté une réaction. Un petit sourire a traversé mon visage alors que je répondais « Waouh, c'est quelque chose », et j'ai repris la lecture du livre devant moi. Frappé par ma réponse indifférente, l'interrogation de Sarah sur mes sentiments envers William m'a irrité. Levant les yeux, je l'ai regardé fixement et ai rétorqué « Oh, je suis tellement désolé que ton amant ait été blessé, veux-tu que je lui envoie des fleurs ou devrions-nous aller le voir, chérie ?» Elle a détourné le regard et la conversation s'est terminée. Sarah a senti ma responsabilité dans l'incident et savait qu'exprimer des remords pour William pourrait défaire tous les progrès que nous avions réalisés. Plus tôt dans la semaine, j'avais reçu un message de Tony avec un emoji pouce en l'air, marquant notre dernier contact pendant plusieurs mois. Alors que les choses se calmaient, je me demandais si la police découvrirait leur liaison et m'interrogerait sur l'attaque. Mais cela ne s'est jamais produit. La police a classé le rapport dans un dossier d'affaires ouverte et a déplacé son attention vers d'autres crimes. Plusieurs mois ont passé et, comme promis, j'ai commencé à sortir avec d'autres femmes et à rentrer tard. Après que Sarah m'ait interrogé sur mes activités à quelques reprises, elle a réalisé qu'elle devait s'occuper de ses propres affaires et éviter de causer des problèmes. J'ai clarifié que nous étions mari et femme uniquement de nom, cohabitant pour le bien de notre fille. Nous avons finalement trouvé un moyen de rester civils, et la vie familiale s'améliorait. Sarah a enfin compris l'étendue de la douleur qu'elle avait causée à son mari, reconnaissant la nature irréparable des dommages. Pour maintenir la famille intacte, je l'ai averti que j'informerais sa famille et ses amis de sa liaison et rendrais sa vie insupportable si elle poursuivait un divorce. Avant qu'Angèle ne parte pour l'université, Sarah restait légalement mariée mais émotionnellement seule. Elle manquait de quelqu'un pour lui rendre l'amour qu'elle donnait autrefois à travers des câlins, des baisers et de l'affection, définissant ses relations avec 2 hommes. Cet amour était maintenant perdu. Malgré sa participation à des séances de thérapie en solo, le fait que son mari prenne du plaisir avec une autre femme intensifiait sa tristesse. Sarah, poussée par la vanité, l'égoïsme et la stupidité, avait détruit son mariage et l'homme qu'elle aimait. Angèle, bien qu'aimant toujours sa mère, lui rappelait qu'elle s'était attirée cela elle-même chaque fois qu'elle se plaignait de son père. Angèle ne pardonnerait jamais à sa mère d'avoir blessé son père,
mais son amour pour sa mère persistait. Après le départ d'Angèle pour l'université, je suis rentré à la maison avec des papiers de divorce. 1 an plus tôt, j'avais envisagé de ruiner les finances de Sarah, mais j'ai opté pour un partage équitable au cours des 2 dernières années. Je lui ai pardonné, mais l'amour que je ressentais autrefois était irrémédiablement perdu. Sarah, sans surprise face aux papiers du divorce, les a signés sans protestation, soulagée à la perspective de recommencer à zéro. Ayant tiré la leçon, elle a juré de ne plus jamais tromper. Le divorce douloureux de la femme que j'aimais m'a laissé plein de remords pour les événements ayant conduit à notre séparation. Je désirais ardemment pouvoir tout défaire ou trouver un moyen de lui pardonner, mais le souvenir des 500 trahisons me hantait. Nous avons vendu la maison et partagé les fonds. J'ai emménagé avec Trisha, une danseuse de 15 ans ma cadette, avec qui je sortais. Ma confiance et mon bonheur restaurés, j'ai enfin trouvé la paix. Sarah n'a jamais abandonné l'espoir d'une réconciliation et a pleuré pendant des semaines en apprenant mon mariage avec une autre femme. Incapable de se pardonner les dégâts causés par son égoïsme et son orgueil, elle a fréquenté d'autres hommes mais n'a jamais retrouvé l'amour perdu. La prise de poids, la beauté fanée et l'amertume ont caractérisé sa vie solitaire. Angèle et Sarah sont restées proches, mais ma communication avec Sarah s'est réduite. Elle ne revivrait jamais l'amour partagé avec son merveilleux mari et portait la douleur qu'elle avait infligée à ses proches. S'assurant que les études universitaires d'Angèle étaient financées, celle-ci est devenue psychologue, motivée pour aider les autres. Elle jouit maintenant d'une vie conjugale heureuse. Les leçons tirées de cette expérience sont profondes, illustrant l'impact durable d'un passé beau, mais dommageable.